Allez-y. Très bien. Donc la première rénovation urbaine commence donc au Rézé et va s'étendre jusqu'à Pointe-à-Pitre. C'est ce que l'on va appeler donc la rue Pape, qui va commencer dans les années 55, précisément au Rézé, et c'est là où on va voir l'émergence donc des cités-jardins. Et puis dans les années, donc elle va se poursuivre sur Pointe-à-Pitre, dans les années 60, et elle se terminera au début des années 80 avec ce qu'on a appelé les immeubles Bergevin. Voilà, ça vous va comme ça? Ok, il faut que je reprenne ou... Non, non, non. Ah non, je crois que c'était un test, moi. Ah non, 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 on continue, c'était très bon. Bon. Y a pas de souci. Ok. Donc, à l'issue de cette rénovation des années 80, on va être percuté quand même par une autre dynamique, qui, elle, aura commencé, comme je l'ai dit, lors de la première rénovation urbaine, puisqu'elle va consister principalement à enlever des cases, notamment à Pointe-à-Pitre. Quand on parle des quartiers de Loricisque, par exemple, ou même de Bergevin, ce sont des cases, des personnes qui vivent dans des conditions d'extrême pauvreté, que l'on va retirer pour pouvoir mettre des logements collectifs, donc dans les années 60. Cette rénovation, comme je l'ai dit, va être percutée par milieu des années 70, début des années 80, une loi qui va nous permettre donc d'intervenir différemment dans les quartiers, s'agissant notamment de la restructuration de l'habitat insalubre. C'est ce qu'on va appeler RHI. Et c'est ce qui va donc prendre le relais donc de la rénovation, des opérations de la rénovation urbaine, au milieu des années 80, puisque la première RHI, qu'on va appeler le plus grand DSQ de France pour le développement social des quartiers, se fera à Boissard, milieu des années 80, puisque Boissard va commencer précisément en 85. Et se poursuit toujours. Différents quartiers donc, vont bénéficier de ces opérations donc, de restructuration. Alors, quand on dit vont bénéficier, ce sont principalement des procédures. Les RHI, c'est une procédure, d'accord, où on va donc rénover les quartiers dès l'instant où ils présentent 60% d'insalubrité. Voilà. Et ce sont des opérations donc, de restructuration que l'on vit encore aujourd'hui, alors en bien moins grand nombre, mais qui, pareil, vont trouver leurs limites, puisque si les premières rénovations ont commencé dans les années 50, eh bien, on va arriver au début des années 2000 avec des opérations donc, qui auront 40 ans, et qui, elles, maintenant, devront être rénovées. Ce n'est pas une spécificité guadeloupéenne, ce n'est pas une spécificité des DOM, c'est à l'échelle nationale qu'on rencontre maintenant ces problématiques où il a fallu donc fin de la guerre reconstruire la France, d'accord, et donc ça s'est transformé pour nous en rénovation urbaine à partir du milieu des années 50, mais à partir du début des années 80, ces bâtiments, ces logements-là entre 40 et 50 ans, et il fallait les rénover. Alors dans rénovation, on entend effectivement démolition, donc c'est pareil, c'est une procédure, d'accord. Pardon, je reprends juste en disant, donc c'est une procédure, d'accord, et cette procédure, elle, va s'appliquer plus donc au logement collectif, ce qu'on appelle les grands ensembles, d'accord. Et chez nous, oui, c'est ce qu'on appelle les logements sociaux, d'accord. Alors, ces opérations de rénovation vont commencer, donc commence toujours par une loi, d'accord, et ce sera la loi dite Borloo d'août 2003, et très vite en Guadeloupe, on va en prendre le relais, d'accord, donc sur principalement Pointe-à-Pitre, qui va commencer un petit peu avant les abîmes. Donc Pointe-à-Pitre, ça va être ce que nous on a appelé vulgairement la rue Pape 2, mais qui va concerner essentiellement les quartiers d'Henri IV, d'accord. Et sur les abîmes, ça va concerner principalement les quartiers de Grand Camp, Rézé. Voilà. Donc c'est cette procédure qui initie donc ce qu'on a appelé la rénovation urbaine. Alors ce coup-ci, Pointe-à-Pitre d'un côté, et abîme de l'autre, Pointe-à-Pitre, dont je l'ai dit, sur la cité Henri IV, et abîme sur les quartiers de Grand Camp et Rézé. D'accord. Alors, il faut intégrer le fait que milieu des années 50, donc tout de suite après-guerre, les gens se débrouillent, mais le chômage est très très faible.
d'accord? Les gens travaillent, d'accord? Mais enfin, travaillent partout en France, hein. Dans les débuts des années 60, le chômage est de l'ordre de 1%. Ok, au niveau national. Alors ici, les conditions sont un peu différentes, mais globalement, on a une population qui est relativement jeune, d'accord, et qui est au travail. 40 ans après, c'est plus tout à fait la même chose. Les populations ont vieilli, d'accord, et celles qui sont en âge de travailler, donc ce qu'on appelle les actifs, les actifs, ils sont au chômage. Ainsi, ce sont des quartiers où facilement on voit 50% de chômage. D'accord? En moyenne, certains quartiers ont 80% de chômage. D'accord? Avec ce qu'on appelle un revenu par unité de consommation qui permet de déterminer le seuil de pauvreté qui est bien en deçà, c'est-à-dire 80% de la population est en deçà du seuil de pauvreté. On est face à une population pauvre. D'accord? Et donc, on espère que depuis le milieu des années 90, on espère que, faire de l'insertion par le logement. D'accord? Je l'ai dit tout à l'heure, milieu des années 80, on va commencer donc la RHI de Boissa. D'accord? C'est pareil. L'idée, c'est de faire de l'insertion par le logement. Et jusqu'à présent, on est encore dans cette approche-là. Cependant, il va bien falloir qu'on puisse intégrer le fait que si c'était valable dans les années 50, si c'était valable dans les années 70, si c'était valable encore dans les années 90, aujourd'hui, notre population, elle vieillit. Et les actifs travaillants, aujourd'hui, ont entre 50 et 55 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, cette population, elle avait 20 ans dans les années 80. Aujourd'hui, elle est aux portes de la retraite, sauf que c'est la période où, vous savez, en 81, quand Mitterrand arrive au pouvoir, son leitmotiv, c'est justement de combattre le chômage. On espère que, dorénavant, cette nouvelle condition qui s'impose à la France sera éradiquée. Mais on sait aussi que ça va être extrêmement compliqué parce que pas mal de prospectivistes de l'époque disent « Écoutez, même dans 30 ans, dans 40 ans, on ne voit pas comment effectivement le chômage, lui, va disparaître. » Et c'est vrai, 40 ans après, c'est-à-dire quasiment maintenant, le chômage n'a toujours pas disparu, sauf qu'entre-temps, la population elle a vieilli. Et cette population qui a eu 20 ans, qui donc, à l'âge de 20 ans n'a connu que le chômage, cette population a vu sa période active trouée donc de moments d'activité, de non-activité. Et on va arriver, alors on a fait la rénovation, c'est bien, la rénovation donc en vue d'insertion par le logement. De ce point de vue-là, sur la question du logement, on a réussi. Sur la question maintenant de l'insertion, c'est-à-dire du développement économique, gros point d'interrogation. C'est-à-dire que oui, on a mis le cadre, mais le contenu lui-même, le développement économique, il a laissé quand même un peu pour compte. Et aujourd'hui, on arrive face à une population qui est aux portes du chômage. Alors, à l'époque, on promet à l'ensemble de ces personnes, aux jeunes de l'époque, on leur dit, mais de toutes les façons, vous savez, quand vous arriverez à l'âge de la retraite, vous toucherez 500 000 francs. On est en francs. À l'époque, on compte encore en anciens francs. D'accord? Et le SMIC à l'époque est de 180 000 francs. Donc évidemment, tout le monde aspire à arriver à cette période donc, de la retraite pour toucher ces 500 000 francs. Alors les 500 000 francs d'hier, c'est 750 € d'aujourd'hui. On aura bien le seuil de pauvreté en 2015 est de 1015 €. D'accord? Donc oui, on a beaucoup de cette population qui est à 750 €, d'accord, mais l'essentiel de cette population est bien en deçà du seuil de pauvreté. Pour donner simplement une image, un T2 aujourd'hui, c'est entre 500 et 550 €. Alors on vous dira qu'il y a moins cher, mais c'est le prix moyen d'un T2, d'accord. Je vais simplement donner une autre image lors des événements des Gilets jaunes. Les retraités qui étaient sur les ronds-points vous disaient avec mes 750 €, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. D'accord? Donc nous, en tant que ceux qui sont censés penser la ville de demain, si effectivement de gros efforts ont été faits, c'est incontestable. Si de gros moyens ont été mis en place, c'est incontestable. Ce qu'il faille aujourd'hui qu'on puisse intégrer, c'est la façon dont on doit finalement faire reset sur le logement social pour pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau qui nous permettra de nous loger
contrairement à ce qu'on faisait dans les années 2000, où effectivement, ou voire même avant, où on faisait tabula rasa, c'est-à-dire que nous, on avait une attitude quand même un peu hygiéniste, mais en même temps, c'était nécessaire. Pas de réseau, très souvent, pas d'eau, les gens n'avaient pas de salle de bain, les gens n'avaient pas de WC, c'était des conditions qui étaient extrêmes. Donc oui, il fallait qu'on puisse rehausser ces quartiers. Bon. Cependant, aujourd'hui, à l'heure de la rénovation, il fallait quand même que l'on s'interroge sur le fait que, pour beaucoup, les loyers n'ont pas bougé en 30-40 ans. D'accord ? Ce sont des résidences où, très souvent, les loyers sont de l'ordre de, alors principalement en Pointe-à-Pitre, les plus bas loyers sont de 25 €. D'accord ? Et les plus hauts loyers sont de 100 €. Mais vous avez des personnes qui touchent moins de 500 € par mois. D'accord ? En faisant de la rénovation, donc finalement de tabula rasa de ces quartiers, est-ce qu'on est capable de garantir que, parce que les gens, eux, c'est pas parce qu'on aura fait tabula rasa, qu'ils sont à la retraite, qu'ils vont toucher plus. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment rendre compatible cette nécessité de rénovation, cette nécessité de mise aux normes, et en même temps cette nécessité d'adéquation avec une population qui va rentrer à l'âge de la retraite avec de très faibles revenus. C'est le défi, c'est notre défi de demain. Et c'est aussi, oui, la fabrication de la ville, c'est aussi la fabrique de notre temps. Mais il va falloir qu'on trouve les moyens de conjuguer la problématique donc, des normes, environnementales notamment, et en même temps des ressources, des revenus qui, de toutes les façons, vont s'amoindrir pour une population qui va rentrer à la retraite et qui va voir ses revenus divisés quasiment par 2. Alors, je vais essayer rapidement de construire une fresque de l'évolution telle que je l'appréhende de la fabrique de la ville. Au niveau national, à Paris par exemple, 19e siècle, la ville, elle est pensée où on a au rez-de-chaussée une activité, en haut il y a des personnes qui, juste au-dessus de l'activité, il y a les propriétaires qui travaillent, et puis tout en haut, on va trouver des chambres de bonne, des primo-résidents, allons dire ça comme ça, ou primo-accédants, qui vont louer ou acheter une chambre de bonne, et donc on a de façon verticale finalement toutes les strates de la société. Bon, j'ai dit fin du 19e, d'accord ? Début du XXe siècle, on est percuté par 2 guerres, et on va penser la ville différemment. La sursaturation des centres urbains fait que, au final, le mouvement des grands ensembles, ira un peu plus loin que le centre-ville où on va segmenter l'espace avec différentes fonctions. Fonction de loger, fonction donc d'habiter, fonction travailler, fonction de se soigner, voilà. La ville, elle est découpée, ou du moins l'espace urbain est découpé en différentes fonctions, avec des conséquences que vous venez d'évoquer, la structuration de la ville, d'ailleurs c'est ce que l'on voit, c'est ce que nous on subit aussi, la ville historique par exemple de Pointe-à-Pitre remplit les premières fonctions que j'invoquais tout à l'heure, et puis c'est à l'extérieur de la ville, milieu des années 50, jusqu'à très récemment, je l'ai dit tout à l'heure, début des années 80, où on va construire à l'extérieur donc des centres-villes les grands ensembles, d'accord ? Bon. Avec les conséquences que je viens d'évoquer, puisque c'est dès les années 60, un certain nombre de sociologues évoquent le fait que se trouver finalement dans des espaces fermés, début des années 90, c'est ce qu'on appelait des espaces privatisés, d'accord, un peu en condominium, d'accord, où les gens finalement se retrouvent dans un entre-soi, où effectivement, je l'ai dit, les fonctions sont très segmentées, Jarry démarre en 60, dans les années 60, oui, cette segmentation produit des effets qui sont pas nécessairement positifs. Et aujourd'hui, on revient effectivement à une urbanité qui, elle, s'inscrit finalement dans les différentes fonctions que l'on va trouver à proximité. D'accord ? Ainsi, dans les opérations de rénovation, alors pas celles des années 50, mais dans les plus récentes,
on essaie de fabriquer, entre guillemets, la ville à 10 minutes à pied. Ou à proximité, il faut qu'on trouve un boulanger, il faut qu'on trouve un boucher, il faut qu'on trouve toutes les fonctions finalement qui font la ville et qui font le bien vivre ensemble. C'est vrai qu'on a des coûts partis. Jarry, c'est pas rien, c'est quand même la zone d'activité la plus grande de France, c'est parmi les premières d'Europe. Je pense qu'on reviendra, on reviendra sur ce type de segmentation, ce type de structuration, avec une urbanité bien plus intégrée. C'est juste. La fin de la première rénovation, c'est début des années 80, d'accord? Mais l'élan qui est donné à la fabrication, à la fabrique de la ville, on le subit jusqu'à présent. Et quand on décide, à l'époque de renforcer Jarry, par exemple, ou au milieu des années 90, de créer Deux-Témar, qui est le pendant, qui est pensé comme étant le pendant de Jarry, on est encore effectivement dans cette mouvance-là. Je vais juste rappeler que pour beaucoup, c'est le modèle. Pointe-à-Pitre, au début des années 80, c'est 140 000 véhicules jour, et c'est surtout du foncier qui est aussi cher que ce que l'on va trouver sur les Champs-Élysées, d'accord? C'est le modèle de l'époque, d'accord? Il a fallu que l'on puisse appréhender les contre-coups de ces différents mouvements, avec des taux de chômage qui sont finalement relativement élevés. Et puis surtout, au-delà des taux de chômage, c'est tout ce qui va venir avec l'insécurité, avec l'incivilité, d'accord? Où on s'est posé la question, mais pas qu'en Guadeloupe, partout, où on s'est posé la question de la restructuration, de la refabrication de la ville, alors je dirais pas en annihilant ce qui a été fait avant, mais en tout cas juste avant, mais en partant sur un modèle beaucoup plus intégré tel que je l'évoquais il y a quelques instants. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'ores et déjà des plans urbanistiques qui projettent ce modèle-là? Alors, il faut intégrer deux choses. La première, c'est cette appréhension que l'on a aujourd'hui à l'échelle internationale. D'accord? Alors, quand je dis à l'échelle internationale, je parle principalement des pays occidentaux, d'accord? Donc l'Europe, évidemment, la France aussi. Et donc, c'est en intégrant aujourd'hui, alors on a vu au cours du temps, les 40-50 dernières années, différentes périodes où on a magnifié à un moment donné, je l'ai dit, les grands ensembles. Et puis il a fallu, début des années 80, début des années 90, rien se fait si on ne pense pas paysage. D'accord? Et puis depuis, on va dire, le début des années 2000, on pense maintenant environnement. Donc il est fort à parier que dans les documents stratégiques à venir, je parle du schéma d'aménagement régional, mais je devrais parler aussi des schémas de cohérence territoriaux, les SCOT, et corollairement les PLU, le cadre légal nous oblige aujourd'hui à tenir compte de cette dimension. Et nécessairement, on verra dans les prochains documents d'urbanisme, et on le voit déjà, mais on le verra de façon renforcée dans les prochains documents d'urbanisme, et donc dans le changement qui va s'opérer au niveau des villes, l'intégration donc de cette dimension qui sera plus urbaine, plus à notre échelle, et puis surtout plus solidaire. J'ai dit quartier plus intégré et plus solidaire. D'accord? Le ferment de cette solidarité avec une population qui vieillit, ce sera le transport. C'est le transport. Et on ne peut plus penser la petite citadine, je pense à la voiture, comme étant le seul élément nous permettant de nous déplacer. Il fallait que l'on pense solidarité des quartiers. J'ai dit tout à l'heure qu'on intervenait essentiellement dans des quartiers où il y avait de forts taux de chômage. Alors, dans les années, au début des années 2000, c'est ce qu'on appelait des zones urbaines sensibles, lors de la première rénovation. La deuxième génération de la rénovation, qui a commencé elle en 2014, a désigné ces quartiers comme prioritaires, quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qu'on appelle des QPV. D'accord ? Aujourd'hui, il fallait qu'on puisse faire solidarité avec ces quartiers-là par le transport. On n'aura pas d'autre choix demain que de permettre aux jeunes qui veulent se déplacer là où il y a de l'emploi, de le faire par le transport. On n'aura pas d'autre choix pour les aînés
les plus âgés d'entre nous, de se déplacer aussi pour pouvoir aller chez le médecin, mais aussi aller faire des examens, etc. etc. La solidarité des quartiers s'organisera demain avec les transports, on n'a plus le choix. Alors, en fait, oui, on fait un constat. Dans les années, début des années 50, les cases n'ont pas de réseau, il n'y a pas tout à l'égout, d'accord? C'est très souvent des cloaques, il y a des rats, etc., etc. Bon. Donc on a ce premier mouvement, qui est lui aussi très hygiéniste, qui va se poursuivre jusque dans les années 2000, puisque on va se rendre compte que non seulement les logements se sont dégradés, donc ils se sont dégradés, ils sont plus aux normes. On va intégrer cette notion, alors elle a toujours existé, mais on va la surligner, cette notion de mise aux normes, notamment aux règles sismiques, puisque il y a un rapport qui va sortir au milieu des années 90 et qui fait suite à une réflexion sur les prochain séisme. Il y en a eu un en 1848, avec une période de retour de 150 ans, donc il était tout à fait normal qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui va se passer au début des années 2000. Et on se rend compte que si les bâtiments qui ont été construits dans les années 50-60 étaient aux normes de l'époque, les choses ont quand même pas mal évolué, et en France en tout cas, on assure la sécurité des personnes et des biens. Donc il faille effectivement intervenir sur ces grands ensembles. Corollairement, la rénovation de ces quartiers, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui doit nous interroger sur le fait que la population elle a vieilli, ses revenus finalement, je l'ai dit tout à l'heure, sont très en deçà de ce que l'on peut attendre d'une famille qui doit vivre normalement, donc de son travail, d'accord? Et donc aujourd'hui, il faille que l'on pense la fabrique de la ville avec cette composante-là. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule composante dont on doit tenir compte, mais il est évident que nos aînés, nos parents, nos grands-parents, demain, seront dans des conditions, en tout cas en grande partie, seront dans des conditions qu'il faille prévenir, parce que mécaniquement, on va être devant un souci, où ils ne pourront pas payer leur loyer, là, qu'est-ce qui peut se passer ou alors, ce sont des personnes qui n'auront plus accès à ces logements-là, et la question c'est où est-ce qu'ils iront. Donc c'est ensemble, c'est pas uniquement un travail de techniciens, d'urbanistes, d'architectes ou d'ingénieurs, c'est aussi un travail politique, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la politique de la ville, j'ai bien dit, la politique de la ville, c'est une loi. Donc c'est avec la loi et donc les politiques qu'on va pouvoir transformer et adapter notre futur à ce nécessaire changement. Pour moi, c'est bon. Une conclusion, vous avez un rajouter? Non, mais ça y est, c'est ça la conclusion. Parce qu'en fait, tout le monde dit oui, il faut faire des quartiers, il faut ci, il faut ça, etc. Mais on oublie. Alors, on dit la population vieillit. Et on dit, ok, la population vieillit. Sauf qu'on oublie que la population vieillit, mais les jeunes des années 80, le chômage est lié essentiellement à une population qui est peu ou pas formée. C'est niveau 5-6, c'est-à-dire c'est aucun diplôme. D'accord? Très peu. D'accord? Donc il est évident que, sauf que la majorité de des chefs de ménage, celle-ci, quand elle va arriver à l'âge de la retraite, si je vais le formuler différemment. La période dans laquelle on est aujourd'hui est la pire. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes dont je parle ne sont pas encore à la retraite. Ce sont des actifs travaillants. D'accord? Donc ce sont des gens qui ont des revenus. Et aujourd'hui, on parle de rénovation. Donc, effectivement, comme on est face à des actifs travaillants, on ne regarde pas forcément l'âge. Comme on est face à des actifs travaillants, comme on l'était il y a 10 ans, comme on l'était il y a 20 ans ou 40 ans, donc on imagine qu'on a les moyens de faire cette rénovation. Sauf que dans les 10 ans qui viennent, ces actifs travaillants seront au chômage en grande majorité. Et donc n'auront plus les moyens de payer leur futur loyer. C'est là où c'est pour nous double peine. D'autant que quand vous construisez un logement, notamment un logement social, le retour entre guillemets sur investissement, d'accord, il se fait sur 30 ou 40 ans.
Or, je suis en train de dire que dans les 10 à 15 ou 20 ans qui viennent, ces personnes-là ne pourront pas payer leur loyer. Mais en même temps, les prêts qu'auront engagés tous les bailleurs sociaux, ils ne les auront pas encore payés leur logement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va être devant un souci. Les gens ne peuvent pas payer leur loyer, et en même temps, les logements, ils n'ont pas fini d'être payés. Comment on va faire? Parce qu'on pourrait dire, oui, on va jouer de solidarité. Oui, si on avait 15% de personnes âgées. C'est pas 15% de personnes âgées qu'on aura demain qui seront dans cette situation. C'est la moitié de nos chefs de ménage. C'est la raison pour laquelle c'est dès maintenant qu'il faut qu'on arrive à penser le logement de demain. Cette question-là, elle interroge un peu tout le monde, d'accord? Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une prise en compte, puisque la loi qui s'applique à la fabrique donc, des logements sociaux, elle n'a pas bougé. D'accord? Donc on va vers deux choses, où on va subventionner les familles, où on va subventionner les familles, de toutes les façons on va subventionner. Si on ne réfléchit pas, on va subventionner. Sauf que ce que je suis en train d'évoquer pour la Guadeloupe, c'est pas une spécificité de la Guadeloupe. L'Europe vieillit et la France vieillit. Donc mais nous en tout cas en Guadeloupe, si on ne fait pas évoluer nos pratiques sur donc la fabrique du logement social, c'est sûr qu'on aura de grandes difficultés.